Salut à tous les amis, c'est Block et aujourd'hui on se retrouve pour une petite nouvelle vidéo du concept Technologia. Je vais vous présenter qu'est-ce qui est au programme, premier épisode de Technologia. C'est parti. Donc comme c'est le premier épisode, je vais déjà vous expliquer un petit peu qu'est-ce que va être Technologia. Technologia va être une petite émission où nous allons parler tout simplement de l'histoire de l'animation, de l'histoire des jeux vidéo, de l'histoire de la technologie, de culture, de théorie, etc., etc., de plein de choses pour vous. Et ce sera surtout une série très éducative pour vous apprendre pas mal de choses sur un peu tout l'univers qui nous entoure dans chacun des domaines très spécifiques que l'humanité a créé ou que l'humanité a découvert. Et aujourd'hui, pour ce premier épisode de Technologia, nous allons faire une rétrospective de toute l'histoire de l'image animée. Mais nous allons voir cette histoire de façon assez vaste avec 3 lignes du temps. Une première ligne du temps qui va parler de l'animation traditionnelle, donc l'animation 2D jusqu'à l'animation 3D. Une deuxième ligne du temps qui va être en rapport par rapport aux jeux vidéo, donc le rétro gaming jusqu'à la next gen. Et une troisième ligne du temps avec l'histoire du développement du cinéma, avec les effets visuels, etc., etc. Mais comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, ce ne sera pas totalement détaillé, ça restera assez vaste, assez général, pour qu'on puisse brasser beaucoup de choses en un minimum de temps. Ne vous inquiétez pas, il y aura des épisodes plus spécifiques sur chacune des parties énoncées. Comme ça, on pourra avoir un peu plus d'informations sur chaque petite partie. Et pour ce faire, je serai accompagné de 4 amis qui vont passer dans cette vidéo avec moi. Donc Rémi, Alex, Pierre-Yves et Edouard, qui chacun d'entre eux parleront d'une petite partie. Donc commençons, je vous laisse tout de suite avec Alex qui va nous parler de l'animation 2D ou l'animation traditionnelle. C'est parti Alex, c'est à toi. Bonjour, bonsoir à tous, et bienvenue sur la chaîne Sans Nom. Dans cet épisode, nous parlerons d'un sujet peu discuté de nos jours, mais qui pourtant se trouve avec nous à tout moment. C'est avec, peut-être, un peu de nostalgie, que vous découvrirez ou redécouvrirez avec nous des cartoons marquants d'avant l'ère de la télévision jusqu'à aujourd'hui, ainsi que leur histoire. Mesdames et messieurs, vous l'aurez bien deviné, aujourd'hui, nous parlerons de l'histoire de l'animation classique en 2D. Hein? Quoi? On a juste 5 minutes? Merde, faut faire vite! Bref, nous allons énumérer rapidement les événements les plus importants de l'histoire de l'animation 2D, ainsi que la date où ceux-ci se sont produits. Ces dates seront affichées sur l'écran. Alors, chers amis, plongeons de ce pas dans le vif du sujet. Il y a fort longtemps, un homme du nom de Muybridge inventa le Zoopractiscope, un dispositif aux mille et une merveilles qui consistait à faire défiler des images qui se succèdent afin de créer une illusion optique et ainsi créer un mouvement à l'aide de dessins ou de photographies. Muybridge perfectionna le dit dispositif en remplaçant le disque de carton par du verre afin de permettre de projeter les images sur grand écran à l'aide d'une lanterne magique, un autre de ses dispositifs. Et c'est ainsi que l'on observe, d'une part, les premiers pas vers la création du cinéma, et d'une autre part, les débuts de l'animation 2D. Thomas Edison, inventeur de génie notamment connu pour avoir créé le kinétoscope et le phonographe, avait en tête de créer un nouvel engin capable de capturer de véritables images en prise de vue et de les projeter sur un grand écran. Cependant, M. Edison, atteint par l'avarice, décida de ne pas dévoiler les plans de cette machine au grand public. De toute façon, les frères Lumière vont lui voler l'idée en 1895 en s'inspirant du kinétoscope. Too bad, M. Edison. C'est donc à partir du cinématographe des frères Lumière que débutera réellement l'ère de l'animation 2D, avec des productions mineures essentiellement destinées à explorer diverses méthodes d'animation. On nomme entre autres Humorous Phases of Funny Faces de Blackton en 1906 et Phantasmagorie de Cole en 1908, tous deux réalisés sur tableau noir. C'est aussi durant cette période que les techniques du cinéma se développent, en termes de scénario, d'échelle des plans, de mouvement de caméra, etc. C'est en 1912 que se déroule donc le fil de la guerre avec l'apparition de studios professionnels qui marquent enfin les réels débuts de production d'animation 2D. 1914 et 1915 marquent un grand pas dans l'évolution de l'animation 2D, entre autres grâce au développement d'images sur celluloïd, des feuilles de plastique transparentes sur lesquelles étaient peintes les personnages et les arrière-plans séparément, ainsi que la rotoscopie, procédé utilisé pour reproduire les mouvements de manière réaliste en se servant d'une référence en prise de vue. L'une des œuvres importantes utilisant cette technique est Gertie the Dinosaur, qui avait plus de 10 000 frames d'animation. 1921, Dave et Max Fleischer, créateurs des studios Fleischer, qui donna naissance à Betty Boop, Popeye,
Bon, bref, ça, et Qui veut la peau de Roger Rabbit, produisent diverses sortes d'animations, notamment des animations en claymation, mais aussi des animations en stop motion, et des animations incorporant animation 2D et prise de vue réelle en même temps. 1922, premier studio de Walt Disney, le Lafogramme. On note deux œuvres marquantes, Cendrillon et Le Chat-Botté. 1923 marque la première du film Alice's Wonderland, à ne pas confondre avec Alice in Wonderland, c'est deux films totalement différents, qui combinent du live-action et l'animation 2D. 1928, naissance de Mickey Mouse, personnage créé suite au conflit d'intérêts concernant le personnage Oscar de Lucky Rabbit. C'est à cette date précise que débute ce que l'on appelle l'âge d'or de l'animation. On nomme plusieurs productions importantes à partir de cette date, notamment Betty Boop en 1928, les Looney Tunes en 1930 et Fiddlestick en 1930 aussi, le premier film cartoon à être photographié en Technicolor bichrome. Ce mot est riche de caractères. 1932, création des 12 principes d'animation selon Walt Disney. Désormais, ces principes seront utilisés dans la majorité des animations produites, et ce, pendant plusieurs années à suivre. 1935, c'est la naissance de plusieurs grands personnages de l'histoire de l'animation, soit Bugs Bunny, Daffy Duck, Porky Pig, Egghead et Elmer Fudd. Fudd? Bref, lui. 1937, première du film Blanche-Neige et les 7 nains de Walt Disney, premier long-métrage d'animation américain. 1938, Chuck Jones, gradué de la American Art School, retravaille sur les personnages de Bugs Bunny, Porky Pig et Elmer Fudd. 1940. Voici quelques chefs-d'œuvre de l'âge d'or de l'animation. Pinocchio et Fantasia de Disney. Tom et Jerry. Dumbo en 1941. Superman en 1941. Bambi en 1942. Et Tootie l'oiseau jaune en 1942, à qui se joindra Sylvestre le chat en 1947. 1943, l'UPA, United Production of America, est fondée par 3 animateurs de Disney ayant quitté suite à la première grève de la compagnie. L'UPA, ayant été créé pendant la guerre, produit d'abord des films de propagande, tels que Hellbent for Election en 1944. 1942, naissance du terme Limited Animation. Cette technique consiste à créer moins de dessins pour l'animation afin de réduire le temps et les coûts de production. Dans les années 60 et 70, il y aura un abus dans l'utilisation de cette technique. 1960 marque le début de la crise de l'animation aux États-Unis. L'animation limitée devient courante. On peut citer parmi ces productions Les Pierres à Feu, ou les Flintstones en anglais, Yogi l'ours et Scooby-Doo de la société de production américaine Hanna-Barbera. 1964, le Japon s'ouvre au monde entier avec Astro, le petit robot d'Osamu Tezuka, aussi connu comme étant le père du manga. Cette animation devient extrêmement populaire sur tous les continents. D'une manière générale, les animés japonais utilisent les mêmes principes et technologies d'animation que dans les productions américaines, avec des images peintes sur celluloïd. Cependant, les productions japonaises utilisent abusivement l'animation limitée, ce qui est encore le cas aujourd'hui. C'est dans les années 70 que les productions animées pour adultes commencent à se développer, avec Fritz the Cat en première place. 1980, l'animation 3D commence à prendre place. Pendant plus d'une décennie, il y aura peu de productions 3D, que ce soit au cinéma ou dans les jeux vidéo, puisque l'animation 2D est toujours populaire et que les jeux vidéo commencent à peine à arriver dans les foyers. Voici maintenant quelques productions 2D des années 90. Les Simpsons en 1989, Batman The Animated Series en 1992, Sailor Moon en 1995, Le Laboratoire de Dexter en 1996 et Les Super Nanas en 1998. Conclusion. De nos jours, malgré l'avènement de l'animation 3D, l'animation 2D reste sans aucun doute un médium populaire, voire presque vénéré aux yeux du public, étant donné qu'elle se fait certes plus rare. Mais grâce aux technologies de l'ordinateur, l'animation 2D est plus que jamais accessible à tous, et beaucoup de bonnes œuvres continuent d'être créées à ce jour, telles que Teen Titans, Samurai Jack, ou encore Adventure Time, pour ne nommer que mes préférés. Sur ce, je vous dis à bientôt, et merci de m'avoir écouté. Maintenant que nous en savons un peu plus sur l'animation traditionnelle, je vais laisser Rémi nous parler de l'animation 3D. C'est parti, c'est à toi Rémi, informe-nous sur cette animation 3D. L'animation traditionnelle a quand même bien marqué les esprits pendant le XXe siècle. Mais cependant, pendant les années 80, elle va commencer à se faire rare à cause de l'arrivée d'une nouvelle technique, l'animation 3D. Tout a commencé en 1972, quand un certain Edwin Catmull, physicien et étudiant en informatique, décida de créer une version numérique de sa main. En plus, cette animation 3D amène des techniques qui seront encore utilisées dans l'animation 3D contemporaine. En 1986 ouvre le studio Pixar, dont un des fondateurs est comme par hasard, Edwin Catmull. Ils produisent leur tout premier court-métrage fait tout en 3D, d'une durée de 2 minutes 30 qui se nomme Luxo Junior. Il met en scène 2 lampes de chevet, une adulte et une enfant, et l'enfant, il joue avec une balle jusqu'à la faire éclater.
ce qui deviendra par la suite l'animation du logo du studio dans les longs métrages qui suivent. Par la suite, en 1993, Jurassic Park a utilisé l'incrustation de modèles 3D dans leurs films, mais Terrence il va vous parler de ça un peu plus en détail juste après. Pour nous, ce qui nous importe, c'est la sortie du premier long métrage réalisé uniquement avec de l'animation 3D par le studio Pixar. En coproduction avec Disney, en 1995, sort Toy Story. Le film a quand même produit plus de 362 millions de dollars de recettes à travers le monde. Ce n'est pas rien. De plus, il a révolutionné le cinéma d'animation, puisqu'il va engendrer par la suite est juste énorme. En 1994, DreamWorks SKG crée une nouvelle division pour la production de films d'animation qui s'appelle DreamWorks Animation. De ce fait, en 1998, sort leur premier long métrage du nom de Fourmi Z. Également en 1994, une série télévisée totalement réalisée en 3D apparaît sur les écrans. Il s'agit de Reboot. Produite par Mainframe Entertainment, elle compte 47 épisodes de 25 minutes. Elle a été diffusée sur des chaînes comme le réseau ABC de 1994 à 1996, sur Cartoon Network de 1999 à 2001 et sur Télétoon Rétro en 2008. À partir des années 2000, c'est l'explosion pour les films d'animation en 3D. Beaucoup de productions sortent et font un succès monstre, comme Monstres et compagnie, Shrek, les deux films sortent en 2001, Le Monde de Nemo en 2003, Les Indestructibles en 2004, Cars et Madagascar en 2006, Ratatouille en 2007, etc. j'en passe. Mais tout ça, c'est dû au fait que les productions se produisent de plus en plus rapidement. Également car les logiciels évoluent au fil du temps et facilitent le travail des animateurs. Permettent des rendus de plus en plus beaux avec les nouveaux shaders. On a également l'implication de gros producteurs qui se mettent au cinéma d'animation 3D, comme Universal Pictures, avec la production de Moi Moche et Méchant, les personnages des Mignons qui sont devenus un objet de marketing incroyable et qui continuent encore de faire des ventes, et tout ça, c'est ce qui fait le cinéma d'animation 3D. Et du coup, le cinéma d'animation 3D, il est en ascension constante, même encore aujourd'hui. Des productions comme Coco ou Les Indestructibles 2 sont sortis récemment, et des projets comme Toy Story 4 qui sont prévus pour 2019 nous mettent déjà l'eau à la bouche. Nous allons maintenant faire un petit retour dans le passé, comme le film, pour parler dorénavant avec Pierre-Yves du Rétro Gaming. C'est parti Pierre-Yves, c'est à toi. Le jeu vidéo, cette méthode de détente devenue de nos jours une méthode traditionnelle parmi notre société moderne. Cette méthode de divertissement est apparue en 1950. Ce jeu était carrément juste tic-tac-toe, nommé Bertie the Brain. Mais la trappe, c'était qu'en fait, on pouvait jouer maintenant contre une IA, une intelligence artificielle, ce qui était une première dans l'histoire. Le seul inconvénient, c'était que la machine mesurait 4 mètres de haut. Ce qui nous intéresse plus dans notre cas, c'est les jeux vidéo, que ce soit eux qui ont commencé sur arcade ou sinon pour les consoles. Juste pour parler du classique et l'incontournable Pong, sorti premièrement en arcade en 1972. C'est quand même 22 ans après Bertie. Pong est le produit de la compagnie Atari, qui sont présents pendant la plus grosse majorité de l'ère du rétro gaming, et même après. Pong est l'un des jeux les plus simples que l'on peut retrouver. Le joueur contrôle une bande d'un côté de l'écran et doit s'assurer que le petit cube qui sert de balle ne passe pas derrière la bande de celui-ci. Finalement, Pong est devenu un jeu de console qu'en 1975 sur la Home Pong, qui est sa propre console et à la fois son propre contrôleur pour son seul jeu. Bon, maintenant on va aller sur de quoi de plus marquant comme jeu classique dans le jeu rétro. Je parle bien ici du jeu d'arcade Pac-Man, qui est un jeu fait par Namco et qui, au Japon, s'appelait plutôt Pac-Man. Mais lorsque la compagnie a décidé de l'emmener le jeu en Amérique, ils ont décidé de l'appeler Pac-Man plutôt que Pac-Man, puisque lorsqu'une borne d'arcade était possiblement endommagée, les jeunes anglophones auraient pu s'amuser à remplacer le P de Poc par un F pour faire Fuckman. Par la suite, le jeu sera adapté sur de nombreuses consoles, de l'Atari 2100 à la NES, à la Game Boy et bien d'autres. Et aussi, le jeu sera reconnu pour avoir fait la plus grosse recette de son temps, qui était de plus de 2,5 milliards de dollars. Maintenant, on va parler d'un de mes jeux préférés dans son allure dans le monde du jeu rétro. Je parle bien ici du premier Castlevania qui est sorti sur la Famicom Disk System au Japon en 1986 et puis sur la NES en Amérique en 1987. En fait, la Famicom Disk System, c'est la NES au Japon. Pourquoi je trouve que ce jeu est l'un de mes préférés? Premièrement, il y a une très bonne histoire en arrière, et deuxièmement, c'est son allure et son style graphique. Je le sais que dans le temps, c'était pas super beau, mais bon, ça avait son charme. Mais l'effet avec les vieux Castlevania, c'est que chaque jeu a son propre style graphique, et surtout, que j'ai vraiment apprécié jouer à Castlevania Symphony of the Night sur la PS1.
Finalement, pour en finir avec les jeux rétro, on va finir avec un jeu qui a eu le droit à un petit rework en 2018. Et je parle ici bien du jeu Spyro. Mais plus précisément, Spyro Year of the Dragon, sorti en 2000 sur PlayStation 1, et fait par Insomniac Games. La trilogie des jeux Spyro a été développée par Insomniac Games, qui a eu la licence de 1998 à 2000, qui a dû par la suite la vendre, qui a été racheté par Vivendi Universal. Ce jeu est un peu la fin du rétro gaming, puisqu'en 2000 commence la nouvelle ère du jeu vidéo, le jeu vidéo moderne. Merci Pierre-Yves de nous avoir informé sur le rétro gaming. Maintenant, nous allons parler un peu plus de la next gen avec Edouard. Edouard, c'est à toi. Les jeux vidéo ont énormément évolué et ne cessent, même encore aujourd'hui, de nous surprendre. Les grandes compagnies du jeu vidéo ne font que s'améliorer avec la sortie de leurs nouveaux jeux et même leurs nouvelles consoles, créant de nouvelles façons à jouer à nos jeux préférés. À la base, les jeux vidéo se jouent à la manette. C'est ainsi avant et c'est encore le cas aujourd'hui. Les industries du jeu vidéo tentent d'introduire de plus en plus de manières différentes et originales de jouer à nos jeux vidéo. Prenons par exemple la DS, sortie en 2006, introduisant les écrans tactiles dans les jeux vidéo, et la Wii, sortie la même année, qui a introduit la manette réagissant au mouvement. Aussi, si on regarde plus récemment, il y a la Kinect, sortie en 2008, voulant complètement enlever la manette aux joueurs. En 2016, on commercialise des casques à réalité virtuelle, dont l'Oculus Rift, l'HTC et le PlayStation VR. Ce n'est pas le début officiel de la VR en tant que tel, car la réalité virtuelle remonte jusqu'en 1939 avec le Viewmaster. Un peu loin, mais bon. La VR, de son côté, tente de ne pas seulement d'apporter des modifications à la manette, mais d'introduire le joueur dans le jeu. Dans cet univers, on y trouve des sites de rencontres comme le populaire VRChat. Aussi, on y trouve toutes sortes de simulations et de jeux basiques comme jeux d'horreur, shooters et plein d'autres genres encore. Retournons aux jeux à la manette. Plus précisément les jeux en 3D. De nos jours, depuis la sortie de Prince of Persia fait par Ubisoft en 2003 et aussi de Grand Theft Auto San Andreas en 2004, l'ère de la next-gen débute. Depuis cette période, les jeux vidéo ont grandement évolué durant ces dernières années, autant du côté esthétique que du côté scénaristique. Les graphiques de nos jours sont époustouflants, surtout comparé à avant, et l'histoire dans les jeux vidéo s'est grandement approfondie avec des scénarios plus que passionnants. Prenez par exemple la série The Legend of Zelda ou bien Pokémon, qui depuis le temps ont complètement changé, surtout si on regarde leurs deux titres les plus récents, The Legend of Zelda Breath of the Wild et Pokémon Let's Go Pikachu. Aussi, certaines compagnies font des versions remastered de leurs jeux pour attirer un plus grand public ayant joué aux anciennes versions de ces jeux. Très récemment, on a eu un remake de Spyro cette année et aussi de Crash Bandicoot en 2017. Mais il n'y a pas que la 3D. Récemment, on peut voir un certain retour à la 2D où plusieurs vieux jeux style arcade refont un retour sur les consoles de jeux de nos jours et même sur PC. De ces jeux-là, il y a par exemple Shovel Knight ayant fait sa première apparition en 2014 et aussi le classique Sonic Mania sorti récemment en 2017. Cette approche, encore une fois, vise à aller chercher un sentiment de nostalgie chez les joueurs plus anciens ayant joué à ces antiquités, toujours plaisantes à jouer même aujourd'hui. Donc maintenant qu'on a été informé un peu sur l'histoire du jeu vidéo, nous allons faire encore un petit retour dans le passé pour venir parler un peu de l'histoire du cinéma, notamment avec les effets visuels ou encore appelés VFX avec un grand qu'on appelle Méliès. Donc c'est parti pour parler de l'histoire du cinéma par rapport aux effets visuels avec moi-même. C'est parti. Donc nous allons parler de l'évolution du cinéma par les effets visuels. Donc comme il y a beaucoup trop d'œuvres cinématographiques qui ont bercé ce temps et qui ont permis l'évolution, je vais vous parler des grandes lignes. Au début, ça va être un petit résumé, une petite introduction et après, on va voir plusieurs films qui ont révolutionné le cinéma. Donc c'est parti. Parlons tout d'abord du studio Black Maria, créé en 1888, qui est le tout premier studio de production et de visionnement qui a été créé au monde. Black Maria est tout simplement le studio qui est considéré comme la légende ou le papa du cinéma comme studio, parce que c'est lui qui a lancé les toutes premières productions, les toutes premières visionnements et les tout premiers films qu'a connu l'histoire. Quelques années plus tard, en 1895, les premières projections cinématographiques arrivent pour le public, se dévalent enfin avec notamment L'arroseur arrosé en 1895 et l'arrivée d'un train en gare de la Ciotat en 1896. Au début, les films étaient très courts, à peine quelques minutes, parce que les gens n'étaient vraiment pas habitués à voir ça et c'était déjà révolutionnaire pour l'époque.
Maintenant, nous allons parler un peu de la personne qui a révolutionné le cinéma et surtout le créateur des effets visuels ou des effets qu'on appelle le trucage. Georges Méliès, né en 1869 et mort en 1938 à Paris. Méliès est notamment l'inventeur des procédés appelés l'escamotage. C'est un procédé permettant de faire disparaître les personnages pour les faire apparaître d'un endroit à un autre, procédé trouvé par erreur avec une coupure inattendue de la caméra pendant un tournage. On va d'ailleurs vous montrer un exemple pas plus tard que maintenant. Méliès a aussi conclu quelques œuvres cultes du cinéma de l'époque comme Le Voyage dans la Lune en 1902, la première grande production qui est à peu près de 10 fois plus ce qu'il se faisait avant, donc à peu près d'une durée de 14 minutes avec une abondance d'effets visuels qui a réellement révolutionné le cinéma de l'époque pour la première fois. Quelques années plus tard, en 1995, on va avoir l'invention d'une technique qui va révolutionner totalement le cinéma, appelée la rotoscopie. La rotoscopie est une technique cinématographique qui consiste à relever image par image les contours d'une figure filmée en prise de vue réelle pour en transcrire la forme et les actions dans un film d'animation. Ce procédé permet de reproduire avec réalisme la dynamique des mouvements des sujets filmés. Mais aujourd'hui, la rotoscopie prend plusieurs sens dans le cinéma. La roto aujourd'hui aussi consiste à détourer certaines scènes pour en superposer d'autres, comme pour la création d'un clone par exemple. On va vous en montrer quelques exemples tout de suite. C'est ainsi qu'à partir de ce moment, le cinéma et notamment les effets visuels prennent un très grand tournant et les productions poussent le VFX encore plus loin à chaque nouveau film. C'est pour cela qu'à partir de maintenant, nous allons voir certains classiques du cinéma qui ont révolutionné l'univers cinématographique de par leur technique ou encore leur façon de faire. The Jazz Singer en 1927, premier long métrage de toute l'histoire du cinéma. Il n'y avait pas réellement d'effets visuels à l'intérieur de ce film, mais c'est ici que tout a commencé. En 1976, le film Future World fait la première utilisation 3D pour incruster le visage de Peter Fonda, l'une des premières incrustations de l'histoire du cinéma. Culte. En 1979, Black Hole de Disney utilise l'image de synthèse pour l'intro du film, une révolution à sa façon. De toute façon, Disney a toujours été là quand on parle de révolution technique. Quelques années plus tard, en 1981, on assiste à la première incrustation d'un personnage 3D complet dans une scène avec le film Looker. Un an plus tard, on va assister à la création d'un film qui est aujourd'hui devenu culte en 1982, Tron, qui est le premier film à utiliser autant l'imagerie 3D et contribue à l'entrée et à l'apprivoisement du 3D dans les films. Mais malheureusement, le film à l'époque ne sera pas très populaire, ce qui ne poussera pas Hollywood à introduire autant de 3D dans les films de l'époque. Dans la même année, on va assister à la création du premier Star Trek, avec une utilisation de la 3D réaliste pour la première fois dans la première scène du film. Et c'est le premier film à utiliser autant d'effets visuels 3D réalistes, une réelle prouesse pour l'époque, et c'est pour ça que la série des Star Trek est aujourd'hui totalement cultissime. C'est ainsi que pendant quelques années, les films se ressemblent de plus en plus et on ne voit plus tellement d'innovation pendant à peu près une dizaine d'années. Mais c'est ainsi que Terminator 2 en 1991 arrive. Il innove et réinvente la 3D au cinéma, notamment avec des effets visuels de morphing et l'animation pour simuler des formes humaines. Beaucoup d'effets visuels innovateurs pour ce film à l'époque et aussi une correction notable des images sur ce film qu'il n'y avait pas avant. Avec tous ces progrès, c'est ainsi qu'en 1993, le film le plus épique qui va révolutionner le VFX arrive, Jurassic Park. Le VFX dans sa splendeur avec l'utilisation de plusieurs méthodes pour rendre les effets réalistes, surtout avec les dinosaures, couplant des modèles robotiques et virtuels pour créer un effet photoréaliste jamais réalisé jusque-là. Aujourd'hui, le film est encore bluffant, il a vraiment très bien vieilli. 3 ans plus tard, c'est ainsi que Warner Bros vient poser sa patte dans ce monde cinématographique avec Space Jam qui a bercé notre enfance en 1993, qui va coupler réalité et cartoon sur toute la durée du film, ce qui est aussi extrêmement novateur pour l'époque et surtout rarement vu. On avait rarement vu des personnages cartoon avoir des interactions avec des personnages réalistes, ce qui va permettre de sauter encore une fois un cap dans l'effet visuel. C'est à partir de ce moment-là que tout va aller extrêmement vite et que les prouesses techniques vont être incroyables.
Avec l'arrivée du 21e siècle, les choses évoluent de plus en plus vite et chaque année, de nouveaux films apportent de nouvelles révolutions. Et on part de plus en plus vers du photoréalisme où se confondent les images réelles et virtuelles. On n'arrive même plus à faire la différence. Notamment avec des films comme la trilogie des Seigneurs des Anneaux de 2001 à 2003, la saga des Star Wars depuis 1977, la saga des Harry Potter 2001 à 2011, Avatar en 2009, Mad Max Fury Road en 2015 ou encore très récemment Avengers Infinity War en 2018. Pour conclure, on peut dire qu'aujourd'hui, les studios de films sont dans une quête du photoréel presque banalisé. Et de plus en plus, les images qui en ressortent semblent tout simplement plus réelles que le réel lui-même. Et avec l'avancée incroyable de toutes les nouvelles technologies, on pourrait se demander jusqu'où serons-nous capables de pousser le photoréalisme. Donc c'est avec cette histoire que se termine cette vidéo. On a pas mal généralisé l'histoire de l'image animée. J'espère que vous avez apprécié ce premier épisode de Technologia. Donc on se retrouvera très bientôt pour un deuxième épisode qui sera sur l'animation traditionnelle et certainement un troisième épisode qui sera sur la PlayStation 1. N'hésitez pas à laisser un maximum de pouces bleus, de commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. Merci à mes invités Rémi, Alex, Edouard et Pierre-Yves pour m'avoir aidé dans cette première vidéo. On les retrouvera certainement dans d'autres vidéos. Et je vous dis à la prochaine. C'était Bloc. N'oublie jamais, tu likes, tu partages, tu commentes et tu me dis ce que t'en as pensé. Et tu t'abonnes aussi. Merci à vous, c'était Bloc.